Les nations sont souveraines dans le cyberespace, dans la vie. Elles font ce qu'elles veulent dans le cyberespace pour elles-mêmes. Voilà. Les opérations de l'OTAN, c'est les nations de l'OTAN qui se mettent ensemble et qui décident au travers du contrôle politique, l'organisme de contrôle politique de l'OTAN, qui est le Conseil de l'Atlantique Nord, pourquoi elles font ces opérations, dans quel contexte elles font ces opérations et selon quelles règles d'engagement elles font ces opérations. Donc, encore une fois, l'OTAN ne fait pas d'effet l'organisation ne fait pas d'effet cyberoffensif. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous sommes une fois de plus en Estonie, plus précisément dans sa capitale, Tallinn, pour assister à l'exercice annuel majeur de cyberdéfense de l'OTAN. Sur place, nous avons également réalisé un reportage photo que vous pouvez retrouver dans notre magazine papier numéro 21, que les abonnés premium ont déjà reçu par courrier et qui est encore disponible en kiosque à l'heure où cet épisode est publié. Vous pouvez également commander le numéro directement sur notre site internet défense-zone.com, rubrique librairie, tout comme le reste des anciens opus de notre magazine papier. A noter enfin que cette émission est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast, ainsi que sur YouTube. Pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles pour aider à le faire connaître. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Jean-Sébastien, est-ce que pour commencer vous pouvez vous présenter ? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Jean-Sébastien Dorn, j'ai 54 ans, marié, 3 enfants. Aujourd'hui, je suis avec vous en tant que civil travaillant au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, NATO en anglais. Je travaille au sein d'une agence de l'OTAN qui s'appelle l'Agence des systèmes d'information et de communication de l'OTAN, la NCIA, c'est un acronyme anglais. Et au sein de cette agence, désolé pour les 3 premiers acronymes, je travaille pour le Centre de cybersécurité de l'OTAN, qui se nomme NCSC, je l'utiliserai à nouveau en anglais. Et dans ce centre, je suis un officier planificateur d'exercices cyber, on est là pour parler de cyber, et mon rôle, c'est de représenter mon organisation au sein de cet exercice. J'ai d'autres rôles, mais on va en parler. Très rapidement, avant de faire tout ça, c'est quoi votre parcours en 2 mots ? Alors je suis un ancien militaire, j'ai fait 31 ans de service, j'ai servi dans l'armée de l'air en tant qu'officier. De formation, je suis officier mécanicien, télémécanicien même. Je suis de la promotion 1991 de l'école de l'air, capitaine Koenig, c'est son nom. Et donc j'ai servi dans l'armée de l'air en tant qu'officier mécanicien, principalement dans l'aviation de chasse d'ailleurs, en tant qu'officier mécanicien. Puis ensuite j'ai monté comme se doit les échelons. Et j'ai fait également une deuxième spécialité, ce qui fait un petit peu la jonction avec ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai passé l'enseignement militaire supérieur scientifique technique en tant qu'ingénieur informaticien. Donc ensuite j'ai plutôt appliqué mes 2 casquettes, si je puis dire. Je me suis occupé des systèmes de préparation et de restitution de mission, des Mirage 2000, des Rafales, des Mirage F1, c'est-à-dire des systèmes informatiques sur lesquels les pilotes de chasse préparent leur mission. Et puis ensuite, j'ai quitté l'armée de l'air. Alors j'ai fait 2 séjours dans l'OTAN, au centre de guerre interarmée de l'OTAN à Stavanger en Norvège. Puis je suis retourné dans l'armée, puis ensuite je suis retourné à Stavanger une deuxième fois. Et j'ai quitté le service actif en 2022. Lorsque j'ai été recruté par le Centre de cybersécurité de l'OTAN. Voilà, en 2 mots. Très bien. Aujourd'hui, on est en Estonie, on est à Tallinn pour un exercice qui s'appelle Cyber Coalition. Est-ce que vous pouvez nous présenter cet exercice, en quoi ça consiste ? Oui. Alors, Cyber Coalition est un exercice qui se passe tous les ans, qui rassemble une 40aine de nations, des nations de l'OTAN, les 32 nations de l'OTAN en principe. Même si cette année, il n'y en a que 29 qui participent. Bon, c'est pas très important, mais on peut y revenir. Et puis, on a aussi des partenaires. Et j'ai donné quelques exemples, l'Irlande, la Suisse, la Corée du Sud, le Japon. Et il y en a d'autres. L'Ukraine en fait partie. Cet exercice, qui est un exercice annuel, est un exercice de collaboration, de coordination et de coopération dans le cyberespace. Voilà, 3 grands mots, mais qui jettent les bases de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un exercice qui est un exercice de l'OTAN. C'est une spécificité qui est sponsorisée par le comité militaire de l'état-major de l'OTAN à Bruxelles. Voilà. Très bien. Le cyber, c'est un champ de
conflictualité qui est désormais très mis en avant par les armées françaises et toutes les autres armées. Pour l'OTAN, c'est assez récent. Ça date de 2016, c'est ça? Oui, alors l'OTAN s'est intéressée bien sûr au cyberespace depuis très longtemps. En fait, dès la création, il n'y a pas eu de prise de conscience brutale à un moment donné. En revanche, ce qu'on peut dire, et je pense à ça que vous faites référence, le domaine d'opération du cyberespace a été reconnu au sommet de Varsovie en 2016 par l'OTAN. Évidemment, ça avait été préparé à l'avance et il y avait des choses qu'on faisait dans le cyberespace, par exemple se défendre, ce qui est quand même la raison d'être de l'OTAN. On le fait depuis toujours. Ça ne portait pas le nom de cyberdéfense, mais c'était exactement ce qu'on faisait. Pour revenir un peu à l'exercice, c'est quoi les types de scénarios qui sont travaillés concrètement à quoi on se prépare ici? Alors c'est une très bonne question. Le cyberespace, c'est à la fois civil et militaire. Il y a plein d'acteurs dans le cyberespace. Le cyberespace, par définition, c'est mondial. Il y a plein de nations qui sont dans le cyberespace. Il y a plein d'organisations qui sont dans le cyberespace. Il y a des organisations civiles et des organisations militaires. Donc dans Cybercoalition, on s'entraîne à la cyberdéfense et on s'entraîne aux 3 mots que j'ai cités avant, coopération, collaboration, coordination, entre des nations de l'OTAN, des partenaires qui ne sont pas des nations de l'OTAN, et avec des organisations civiles également. Par exemple, ce qu'on appelle en anglais les CERT, Computer Emergency Response Team, donc les équipes de réponse à incidents. Par exemple, on a ces CERT de 4 nations. Pourquoi c'est important? Parce que le cyberespace, il appartient à personne, et il appartient à tout le monde, et donc on n'est pas tout seul. C'est un peu différent du monde physique, où on peut dire, cette zone-là, elle est à nous, on la défend et on contrôle tout ce qui s'y passe. Alors évidemment, c'est un peu le cas quand même dans le cyberespace, sinon ce serait embêtant, mais c'est beaucoup plus ouvert. Puis c'est pas visible comme monde, c'est un monde immatériel. Donc c'est un champ de conflictualité, comme tu as très bien dit. Et donc l'OTAN, qui est une organisation militaire de défense, veut s'entraîner avec les nations de l'OTAN et puis aussi avec les acteurs extérieurs, des nations qui ne sont pas des nations de l'OTAN, et puis avec le monde tel qu'il existe et dans lequel les opérations de l'OTAN un jour pourraient s'effectuer. Oui, c'est immatériel, mais les conséquences peuvent être très matérielles. Pour le coup, c'est une cyberattaque qui vise par exemple une infrastructure civile, un hôpital, une institution bancaire ou autre. Ça devient une attaque contre un pays. Si ce pays est dans l'OTAN, techniquement, il y a un article 5 qui est là pour dire qu'il y a une réponse proportionnée ou pas. Comment ça se passe pour la question de la cyber? Alors, tu mentionnes l'article 5, qui est donc la clause de défense collective du traité de l'Atlantique Nord, qui est le traité fondateur de l'OTAN, donc une alliance de défense. Ça, on va en parler après si tu veux, parce que c'est un sujet en soi. Mais tu as complètement raison vous avez complètement raison sur la question de tout est imbriqué. Le cyberespace, c'est pas un truc isolé dans lequel se passent des choses et ça n'a aucun effet sur le monde réel. On le sait bien. On a eu dans le passé, c'est une autorité publique, des attaques sur des hôpitaux français. Et ces attaques ont gêné, voire bloqué des opérations au sens médical du terme, avec potentiellement la mise en danger d'autrui. Donc c'est pas neutre, c'est vraiment un sujet important, un sujet sérieux. Pour les opérations militaires, évidemment, on utilise des systèmes d'information qui sont soit purement militaires, soit des systèmes d'information qui sont liés aux civils. Je pourrais donner des exemples. Et donc il est important pour l'OTAN que ces systèmes soient protégés, qui soit défendu le cas échéant, et donc on s'entraîne à ça. Ça, c'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant dans votre question, c'est que tous les domaines sont un peu imbriqués. Par exemple, une opération militaire qui se passerait dans un pays de l'OTAN, ou dans un pays qui n'est pas un pays de l'OTAN, où on utilise un port pour débarquer des containers. Si jamais il y a une attaque ransomware sur ce port, par effet de bord, indirect, ou direct, les conteneurs appartenant à l'OTAN seraient immobilisés. Et donc on peut imaginer que s'ils contiennent de la nourriture ou de l'eau ou du matériel médical, ça aurait un impact plus ou moins direct sur les opérations. Alors évidemment, les militaires savent mieux que ça, donc ils s'entraînent à avoir des stocks, ils s'entraînent à avoir plusieurs modes d'approvisionnement. C'est un petit peu le cœur du sujet de Cybercoalition aussi. Est-ce que dans ce volet-là, dans ce volet cyber, il y a tout ce qui touche à la désinformation, aux attaques informationnelles? Parce que l'exemple du port me fait penser à des exemples plus peut-être un peu plus concrets récemment pour l'armée française avec ce qui se passe en Afrique, qui a des implications sur l'opérationnel. Est-ce qu'on peut caractériser ça comme des attaques cyber? Oui, en tout cas la définition de Jean-Sébastien, c'est oui. Il est clair que
dans le monde, tout ce qui est transmis avec des 0 et des 1, l'information en fait partie, est susceptible d'être manipulé ou attaqué par des acteurs malicieux. Or, dans le cyberespace, il y a des acteurs qui suivent les règles internationales, qui vivent avec les règles internationales et qui les observent, comme la France par exemple. Et puis, il y a des acteurs malicieux qui ne répondent pas aux règles internationales, qui violent ces règles régulièrement, soit par recherche de profit financier, comme les ransomware, ou simplement des acteurs qui sont des acteurs étatiques, ou des acteurs sponsorisés par les États. Enfin, toutes ces définitions sont bien connues. On peut catégoriser finalement les menaces dans le cyber comme ça. Donc c'est bien sûr, la désinformation peut faire partie et fait partie des choses qu'on observe dans le cyberespace qui ne sont pas des choses avec lesquelles on est d'accord, évidemment. Donc on les prend en compte et on essaie de s'en prémunir et de répondre à ces menaces, évidemment. Ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais oui, bien sûr, la réponse est à l'évidence, oui. Et c'est pour ça que dans ce genre d'exercice, et en cas réel, j'imagine, il y a des juristes pour déterminer quelles sont les limites, parce que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais du coup, comment on fait pour... Alors, comme vous le soulignez, dans Cybercoalition, il y a de multiples facettes à l'exercice. Ça, c'en est une, très importante. C'est les aspects juridiques des opérations du cyberespace. Donc, n'importe quelle entité œuvrant dans le cyberespace, pour la défense, par exemple pour l'OTAN, un peu sérieuse, s'entoure de compétences juridiques, donc des juristes, qui maîtrisent le manuel de Tallinn, par exemple, ou en tout cas la documentation, les référentiels documentaires sur comment s'appliquent les règles juridiques dans le cyberespace. Alors pour ça, ce qu'on peut dire déjà, c'est que l'OTAN, par définition, observe les règles juridiques dans le cyberespace, quelles qu'elles soient. Nous, on est compliant, comme on dit en anglais, on les observe et on les respecte. Et on s'attend à ce que les autres acteurs du cyberespace les respectent. La réalité, c'est que les acteurs malicieux, eux, ne respectent pas ces règles. Mais comme nous, on vit par ces règles, et par définition, les nations ont dit, le droit international s'applique dans le cyberespace. Donc nous, on respecte le droit international, donc à l'évidence, on veut que ce soit appliqué dans le cyberespace. Et pour ça, évidemment, c'est un métier, il faut des juristes qui soient des conseillers des commandants militaires pour les opérations du cyberespace. De la même façon que les effets visibles ou invisibles des acteurs malicieux dans le cyberespace peuvent créer des situations, j'en ai pas particulièrement en tête pour exemple, mais dans lesquelles le commandant militaire ne sait plus trop parce que c'est pas son champ de prédilection, donc on a besoin à l'évidence d'experts pour ça. Oui, c'est un champ, comme vous l'avez dit, civilo-militaire, le cyberespace, et puis il y a une autre composante qui est tout ce qui est les acteurs non étatiques, je pense par exemple dans le narcotrafic ou sur les sociétés militaires privées, on l'a vu avec la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'il y a une composante peut-être en matière de renseignement dans ce genre d'exercice pour savoir quelle est la menace, comment on fait? Parce que typiquement, si par exemple l'ennemi est un groupe plus ou moins autonome, mais qui est d'une nationalité dans des pays de l'OTAN, comment on fait dans ce cas-là? Alors, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de réel. Ce qui est sûr, c'est que, oui, bien sûr, une activité traditionnelle des armées, c'est le renseignement. La caractérisation de la menace, parce que mieux on connaît ce à quoi on a affaire, mieux on se met en position d'y répondre. Ça, c'est évident. Et le cyberespace n'échappe pas à cette définition. Donc oui, l'approche traditionnelle de la préparation des opérations militaires inclut bien sûr le renseignement, et une petite partie du renseignement, sinon une grosse partie selon les cas, c'est de dire voilà ce qu'on observe comme menace, comment caractérise-t-on cette menace? Et donc, dans le cyberespace, on appelle ça les acteurs cyber malicieux, cyber threat actors en anglais. Et la caractérisation de ces acteurs malicieux se fait par des moyens techniques, juridiques et autres. C'est le domaine du renseignement. Je ne suis pas un officier renseignement, mais j'en parlerai pas aussi bien qu'eux. Mais en tout cas, c'est effectivement une activité qu'on simule dans un exercice comme celui-ci. Donc on a aujourd'hui, comme faisant partie de l'exercice, ce pan d'activité qui nourrit finalement les états-majors pour ce qu'ils ont à faire dans l'exercice. Vous avez dit qu'il y a 32 nations qui participent à cet effort. Alors pas directement sur cet exercice-là, mais on a pu le voir tous ces drapeaux, c'est assez amusant de voir autant de nations dans un seul endroit.
et qui sont censées communiquer entre elles. C'est pas quelque chose de naturel dans la géopolitique qui plus est actuelle, où on se rend compte qu'on a de moins en moins de... Enfin, c'est De Gaulle qui disait, les pays n'ont pas d'alliés, d'amis, ce sont des gens qui ont des intérêts communs ou pas. Ça se voit avec la guerre en Ukraine. Est-ce que tout le monde va jouer le jeu sur ce genre d'exercice concrètement? Est-ce qu'on peut dévoiler des choses sensibles ou pas? Alors, c'est une excellente question. D'abord, il y a 32 nations de l'OTAN, depuis que la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN assez récemment. Et dans l'exercice, 29 de ces 32 nations sont représentées. Je crois que le Luxembourg ne joue pas, le Monténégro, et puis le troisième m'échappe, mais ça me reviendra. Les nations de l'OTAN, comme les partenaires qui participent dans cet exercice, il y en a 7 au total, viennent dans cet exercice d'abord parce que c'est un exercice qui n'est pas classifié, donc on utilise des données virtuelles qui n'ont pas d'incidence particulière, et on s'entraîne à des procédures parce que tout le monde comprend dans cet exercice qu'on est plus fort à plusieurs. C'est l'union fait la force. Ça pourrait bien représenter l'exercice. Le partage de renseignements sur les éléments techniques des attaques qu'on repère ça et là, dans le monde civil ou dans le monde militaire, c'est quelque chose qui peut rendre tout le monde plus fort. Donc là, il n'y a pas d'intérêt divergent des nations. Au contraire, l'intérêt, c'est de partager. L'intérêt, c'est de créer un mur ensemble, finalement, contre ces menaces cyber. Là où, comme vous l'avez dit, les intérêts sont là. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle en anglais un safe to fail environment. Donc on a le droit de se casser la figure, on a le droit de faire des erreurs parce qu'il n'y a aucune donnée qui est sensible, et on apprend à partager ces données dans un monde, encore une fois, un environnement sécurisé. Ça n'impacte pas des questions de souveraineté nationale Non, pas du tout. Non. En fait, il n'y a pas de question de souveraineté ici, puisqu'on je ne sais pas comment dire ça, mais on n'a pas de... encore une fois, les données sont virtuelles, elles sont inventées pour l'exercice. Parce qu'en fait, on peut très bien s'entraîner avec des données qui sont fabriquées finalement pour l'exercice. Donc, on n'utilise pas des réseaux sensibles qui pourraient être dans telle ou telle nation. Voilà, les nations participent chacune de leur côté dans l'exercice, se retrouvent au centre de l'exercice pour faire ces partages d'informations sur les informations qu'on met à disposition. Voilà, donc non, il n'y a pas de... J'essaie de chercher un exemple, mais il n'y a pas de question de souveraineté ici. D'accord. On parle de cyberdéfense, on parle de cyberattaque, mais toujours pour l'ennemi. Est-ce que dans cet exercice, il y a des scénarios dans lesquels les joueurs font des cyberattaques aussi, ou est-ce que c'est purement de la défense? Alors, cet exercice, c'est un exercice qui, par définition, la construction de l'exercice, c'est un exercice en dessous de l'article, enfin hors article 5. Alors je ne sais pas si les auditeurs sont familiers, mais l'article 5, c'est la clause de défense collective du traité de l'Atlantique Nord. Voilà. Ici, on n'est pas dans ce cadre-là. Donc en fait, on n'est pas dans un conflit dans l'exercice. Il n'y a pas de conflit armé, on n'applique pas la loi des conflits armés, on est dans le droit international, etc. Donc ceci étant posé, j'essaie de me rappeler la question initiale. Est-ce qu'on est que au niveau cyberdéfense? Est-ce qu'on va au contraire faire des attaques? Il n'y a pas d'attaque cyber sur l'ennemi, si vous voulez. Là, on parle de cyberdéfense. L'OTAN elle-même est une organisation collective de défense. Donc on se prémunit des attaques cyber des ennemis potentiels ou des acteurs malicieux potentiels. L'OTAN a fait des opérations militaires et il existe une possibilité pour les nations qui, là, du coup, sont souveraines. Alors là, c'est vraiment un principe de souveraineté, mais pas dans cet exercice, pour intégrer ces effets cyber dans les opérations militaires. Mais ce n'est pas ce qu'on joue ici dans l'exercice. Dans le cas hypothétique où une des nations appartenant à l'OTAN décidait de faire une cyberattaque, ce serait quoi la position de l'OTAN par rapport à ça? Les nations sont souveraines dans le cyberespace, dans la vie. Elles font ce qu'elles veulent dans le cyberespace pour elles-mêmes. Voilà. Les opérations de l'OTAN, c'est les nations de l'OTAN qui se mettent ensemble et qui décident au travers du contrôle politique, l'organisme de contrôle politique de l'OTAN, qui est le Conseil de l'Atlantique Nord,
pourquoi elles font ces opérations, dans quel contexte elles font ces opérations, et selon quelles règles d'engagement elles font ces opérations. Donc, encore une fois, l'OTAN ne fait pas d'effet cyber. L'organisation ne fait pas d'effet cyber-offensif. Elle fait la défense collective, y compris dans le cyberespace. Les nations peuvent faire des opérations cyber offensives ou défensives comme elles le souhaitent, comme elles l'entendent. Dans le cadre de l'OTAN, il peut y avoir un mécanisme pour intégrer ces effets dans les opérations, mais ce n'est pas l'OTAN en soi qui les provoque, si ça a du sens, ce que je suis en train de dire. Ouais, je comprends. De la même façon que dans le scénario, il n'y a pas de nation ciblée, par exemple la Russie, au hasard, qui serait l'ennemi, l'agresseur dans ce type d'exercice. Voilà, non, en fait c'est très bien résumé. Il n'y a pas d'ennemis désignés dans l'exercice. Et ça s'explique par une raison, c'est qu'en fait il y a plein d'acteurs malicieux dans le cyberespace. Ils ont chacun a des caractéristiques différentes. Il y a par exemple des acteurs étatiques, malicieux, il y a des acteurs, par exemple, criminels, ceux qui font les ransomware, par exemple. Il y a des acteurs qui sont sponsorisés par les États, etc., etc. Donc, en fait, dans l'exercice, nous, ce que fait l'exercice, c'est qu'il s'entraîne à toute forme de menace. Indistinctement de quel pourrait être le pays qui les fait. Donc, il n'y a pas de... Voilà. On a un scénario, d'ailleurs, dans lequel les adversaires sont fictifs. Le fait que cet exercice se déroule en Estonie, pas loin de la frontière russe, mine de rien, c'est un signal ou c'est juste le hasard d'avoir fait ça à Tallinn? Alors déjà, on fait l'exercice parce que le Cyber Range, donc l'environnement virtuel dans lequel se trouvent les réseaux qu'on a à protéger, puisqu'il y a une partie technique quand même dans l'exercice, on n'a pas trop parlé, mais qui est assez prégnante. Ce Cyber Range est ici à Tallinn. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés aujourd'hui à Tallinn pour faire le contrôle de l'exercice du centre finalement où se trouve ce Cyber Range. Il est à Tallinn et il est tous les ans utilisé par l'OTAN pour faire cet exercice. Après les nations elles-mêmes qui participent à l'exercice, et on n'en a pas parlé, elles sont chez elles. Donc le Japon, les participants, les joueurs japonais sont au Japon au moment où je parle, les États-Unis ils sont aux États-Unis, les Français ils sont en France, etc. Donc en fait c'est comme un hub and spike, c'est comment on traduit ça en français, voilà, tout le monde se plug à distance sur le Cyber Range. Ouais. Oui, il y a 1300 participants, mais 200 uniquement ici sur Tallinn. Oui, je crois que ça doit être à peu près l'ordre de grandeur. Oui. Très bien. C'est quoi la complexité sur un événement comme ça en termes de mise en relation de tous ces savoirs et cette coordination à votre niveau? C'est quoi que vous trouvez intéressant? C'est quoi le challenge? Vaste question. C'est un exercice qui est très très intéressant parce que d'abord on fait des échanges techniques. Alors, une de mes casquettes dans l'exercice, c'est de promouvoir l'utilisation d'un logiciel qui s'appelle MISP, qui est développé par le CERC du Luxembourg, et qui avait été inventé d'ailleurs par un de mes collègues du Centre de cybersécurité de l'OTAN il y a quelques années, plus d'une dizaine d'années. Et donc, dans ce logiciel, on partage ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Donc, si jamais un ordinateur est attaqué, il y a des traces. On prélève ces traces, comme les enquêteurs prélèveraient des traces dans une scène de crime. Donc c'est pour ça que j'ai souvent eu l'habitude de comparer en fait MISP à un outil pour les scènes de crime cyber. Donc on agrège ces scènes de crime et puis l'outil permet de faire des corrélations. Donc de dire tiens en fait ce truc-là on l'a trouvé sur plusieurs scènes de crime. Et puis ces techniques qu'utilise l'adversaire, c'est plutôt celle-là. Et quand on les rassemble toutes, ça fait un paquet qui permet de mieux comprendre ce qui se passe, qui l'a fait, etc. Donc voilà un exemple où les nations, chacune détient un peu de l'histoire, comme dans une escape room. Où si toutes les nations participant à l'exercice devaient s'échapper de la escape room, elles collaboreraient pour dire tiens j'ai trouvé ça et toi tu as trouvé ça et on mettrait tout ça ensemble et on résoudrait le problème ensemble. Voilà un chouette challenge qui est permis par Cybercoalition au niveau technique. Après aussi il y a participation à des opérations ensemble. Même s'il y a un très haut niveau d'interopérabilité et de standardisation entre les pays de l'OTAN, avec les partenaires c'est pas forcément le cas, donc on travaille là-dessus, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Super, merci pour toutes ces informations et cet échange. Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine papier trimestriel en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.